Comment structurer le patrimoine du chef d'entreprise en intégrant notamment le volet de la protection de celui-ci, que ce soit du patrimoine ou de la famille du chef d'entreprise? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Social Care et Lily Care. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Audrey Ferry. Bonjour Audrey Ferry. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Alors, on va se demander ensemble comment structurer le patrimoine d'un chef d'entreprise en intégrant les aspects de protection. Première question que j'ai envie de vous poser, à vous, Sonia Elmlinger. Quand on parle de protection du patrimoine du chef d'entreprise, on parle de qui est-ce qu'on a envie de protéger ou qu'est-ce qu'on a envie de protéger globalement ? Alors, surtout la personne au départ, puisque le chef d'entreprise, on s'aperçoit qu'en règle générale, il pense à ses salariés, il pense à protéger peut-être justement son patrimoine et sa famille, mais il ne pense pas à se protéger lui-même. D'accord. Et on sait qu'un tiers des entreprises qui disparaissent à cause d'une indisponibilité temporaire ou définitive du chef d'entreprise. D'accord. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui est très important de mettre en place une prévoyance, voilà. Mais parce qu'en fait, on protège l'entreprise aussi en protégeant le dirigeant, si je comprends bien. Exactement, on protège l'entreprise, le dirigeant et la famille, d'accord, évidemment. Oui. Et puis éventuellement ses associés, parce que si on a des associés qui restent, il faut racheter les parts de l'associé. Donc on protège aussi la globalité du patrimoine et de l'entreprise. Donc on protège finalement l'entourage du dirigeant d'une indisponibilité oui. du dirigeant d'entreprise. Ou d'une invalidité ou d'un décès. D'accord. La prévoyance, c'est surtout trois piliers, le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. D'accord. Après, il y a des contrats annexes qui sont, par exemple, le contrat homme-clé pour protéger l'homme clé de l'entreprise. Un chef d'entreprise qui a un commercial qui fait 40% de son chiffre d'affaires, si le commercial est invalide, il va y avoir une grosse perte. D'accord. Et l'associé également, de l'autre côté, s'il y a un décès, pour que le dirigeant survivant puisse payer à la famille les parts du survivant. Et puis la prévoyance au milieu, je dirais, là c'est le décès du chef d'entreprise. Bien sûr. L'arrêt de travail. S'il est en arrêt de travail pendant 3 mois, comment il vit. Est-ce que l'entreprise peut continuer à... Est-ce que l'entreprise comment il vit à titre personnel à vivre et comment est-ce que lui vit à titre personnel. Exactement. S'il n'a plus de revenus, il peut pas vivre et puis il peut pas protéger sa famille. C'est un sujet qui est connu des chefs d'entreprise suffisamment intégrés aujourd'hui, Audrey Ferry, cette nécessité de se protéger soi, de protéger ceux qui composent sa famille et potentiellement tous ceux qui sont impactés de près ou de loin par l'arrêt même temporaire d'une activité de l'entreprise. Oui, je pense que c'est quand même un sujet, en tout cas, qui est abordé systématiquement par tous les conseils du dirigeant d'entreprise. Surtout qu'on a énormément de dispositifs à notre disposition, justement, oui. Pour assurer la protection et de l'entreprise, et de la famille, et du patrimoine du chef d'entreprise. Donc, c'est quand même un sujet qui est facilement abordé, mais parfois complexe quand même, parce qu'on a des outils, par exemple, pour parler de l'incapacité, bien sûr qu'on a les assurances dont vous venez de parler. On a aussi des outils un peu plus juridiques, par exemple le mandat de protection future, qui va permettre aux dirigeants de désigner la personne qui va... alors, il y a deux casquettes dans la notion de dirigeant. Il y a la casquette d'actionnaire, associé actionnaire. Donc là, on va pouvoir désigner une personne qui va pouvoir avoir ce rôle. Et puis, il y a la deuxième casquette du dirigeant qui est vraiment le mandataire social de la société, qui dirige, qui représente la société. Ça, on ne va pas pouvoir le faire. Oui, celui qui signe. Parce que parfois, ça peut être là où si le dirigeant ne peut plus signer, il ne faut pas qu'il y ait une paralysie. Oui. Voilà, exactement. Donc, pour éviter ça, on peut faire un mandat de protection future, mais ça, ce sera que pour la casquette actionnaire, donc voter dans les assemblées générales. Et après, on peut aménager les statuts, par exemple, quand on est dans une SAS ou dans une société civile, pour justement aménager cette partie-là et qu'il y ait un dirigeant successif en cas d'incapacité ou de décès du dirigeant. Alors, plusieurs dispositifs, on a parlé de prévoyance, de mandat de protection future, d'aménagement des statuts. On commence par la prévoyance, Sonia Elmlinger. Donc ça, c'est pour se protéger soi, pour le coup, un contrat de prévoyance contre une perte de revenus liée à un accident de la vie. Tout à fait. Lié à un accident de la vie ou lié à une maladie. Bien sûr. Donc, on sait que finalement, une indisponibilité temporaire pendant plusieurs mois, ça peut mettre en péril gravement les revenus du chef d'entreprise, mais également l'entreprise. Donc, on a toujours
toujours l'impression qu'il va rien nous arriver parce qu'on est dans cette société qui est pas du tout à l'anglo-saxonne où on se protège beaucoup plus. Et on se dit il va rien nous arriver, mais en fait c'est comme si vous étiez un funambule. En fait, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un funambule sur le fil. Vous n'avez pas de filet de sécurité, puis vous vous dites si je fais un pas de côté, je tombe dans le vide. C'est exactement pareil. Et c'est une folie de pas être protégé en tant que chef d'entreprise. Ce sont des assurances qui peuvent être déductibles dans le cadre de la loi Madelin si vous êtes travailleur indépendant. Ou alors, si vous êtes salarié, ça peut être également pris en charge par l'entreprise. Donc, c'est absolument ridicule et même risqué pour tout le monde de ne pas prendre en charge ces dossiers. Un contrat souscrit à titre personnel. Oui. Payé par l'entreprise ou par son patrimoine personnel. Alors, ça va dépendre, mais en général, par exemple, un travailleur indépendant va le prendre en charge dans son entreprise. Il va être couvert pour le décès, il va être couvert pour l'invalidité, et il va être couvert pour l'arrêt de travail, jusqu'à 3 ans d'arrêt de travail. Donc, c'est quand même une très bonne protection. Ça permet de voir déjà un petit peu l'horizon avec plus de sécurité et puis surtout de protéger tout son entourage, même sa famille. Parce que si on n'a plus de revenus, on fait comment ? Bien sûr. On ne peut pas... Et alors, vous mentionniez également le contrat homme-clé. Ça, c'est un petit peu différent pour le coup. Oui, alors le contrat homme-clé, c'est un contrat qui va protéger, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, un cuisinier qui est chef de cuisine étoilé, s'il est en indisponibilité, il ne va plus pouvoir travailler, et c'est peut-être 50% du chiffre d'affaires qui va partir. Donc, ça peut servir, c'est un capital en cas d'invalidité ou en cas de décès. D'accord. Donc, ce capital va rentrer dans l'entreprise. D'accord, versé à l'entreprise, d'accord. Versé à l'entreprise, en compensation. Et là, l'entreprise va se dire, c'est 40% de chiffre d'affaires en moins. Je vais au moins pouvoir les compenser avec cette somme. Ça ne va pas régler le problème du décès ou de la validité, évidemment. Mais au moins, ça va permettre de trouver peut-être un remplaçant ou de se réorganiser. Audrey Ferry, au-delà du contrat de prévoyance ou du contrat homme-clé, donc il y a ce mandat de protection future. Ça fonctionne comment ? C'est toujours à l'initiative du chef d'entreprise, pour le coup, de s'équiper d'un mandat de protection future également ? Oui, tout à fait. C'est lui qui décide de faire ce mandat de protection future. Il va prévoir vraiment le régime d'incapacité plutôt que d'être placé sous une mesure judiciaire qui est beaucoup plus contraignante en termes de mise en place et de délai. Donc là, on va prévoir les choses avant. Sur la partie... structuration du patrimoine du chef d'entreprise, il y a 2 notions qui vont être importantes. La première, le régime matrimonial. Donc ça, c'est un point qui est abordé notamment avec les notaires, de dire, pour un dirigeant d'entreprise, pour se protéger du risque des créanciers professionnels ou même d'une séparation, d'un divorce, on va plutôt naturellement aller vers un régime séparatiste, qui est très simple. Chacun possède ses biens, chacun est tenu de ses dettes. C'est plutôt clair et facile à appréhender comme régime matrimonial. Et puis, on peut le faire évoluer. Déjà, on peut changer au fur et à mesure du temps, au moment de la retraite, passer sous une communauté, par exemple. Il suffit d'aller chez le notaire. Tout à fait, pour faire un changement de régime. Ça, c'est le premier point important. Et puis, le deuxième point, où là, les métiers de la gestion de patrimoine, on va vraiment attirer l'attention du dirigeant, c'est aussi de dire, attention à bien séparer et à se constituer aussi un patrimoine personnel à côté de votre patrimoine professionnel. Ne pas tout mettre ensemble. D'une, parce que le gage de créancier, sinon, il va être très étendu et après, on n'a plus rien si jamais ça se passe pas bien, si ça se passe mal sur la partie entreprise. Donc, se constituer un patrimoine personnel, c'est aussi important pour faire face aussi au risque de la vie. Je réagis à ça avec une question d'actualité. Est-ce que se constituer un patrimoine personnel, ça veut dire se constituer un patrimoine au sein d'une holding, par exemple, c'est considéré comme un patrimoine personnel ou professionnel dans une structuration de patrimoine en lien avec les questionnements qui existent aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le sujet ? Oui, bien sûr, c'est une très bonne remarque. Alors, c'est vrai qu'on constate, là, dans les derniers débats sur le projet de loi de finances, qu'on a vraiment une influence, en fait, sur la structuration du patrimoine professionnel qui doit rester professionnel. Bien sûr. Et éviter vraiment d'aller mélanger avec des actifs personnel. Pourquoi ? Parce qu'on le voit sur la taxe sur les holdings, par exemple, alors qui s'appelle taxe sur la trésorerie, mais qui est en réalité bien plus large, puisque il était question de mettre tous les actifs non professionnels, et puis maintenant, c'est un peu plus resserré sur des actifs, des biens somptuaires. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il ne faut pas mélanger trop ces deux parties. On l'a aussi dans le pacte Dutreil, par exemple. Dans les débats, on a vu que le pacte Dutreil, aujourd'hui, je peux transmettre une société avec une exonération de 75% pour les droits de succession.
Donc, c'est un formidable outil de transmission qu'il faut maintenir. En revanche, c'est vrai que sur le champ d'application, on est en train de le restreindre à vraiment uniquement les actifs professionnels. Et quand j'avais une société qui était bien sûr majoritairement opérationnelle, mais qui avait un petit peu, par exemple, une résidence secondaire ou des choses locatives, etc., mais qui n'avait pas de lien avec l'activité professionnelle, je pouvais bénéficier de la totalité. Là, Oui, on bien serait sûr. vraiment resserré sur cette partie-là. Donc, il y a vraiment cette influence en ce moment de dire il faut vraiment bien séparer, que ce soit bien clair. Il y a le professionnel et il y a le patrimoine à usage personnel. Et donc, il est important de se constituer un patrimoine personnel en plus du patrimoine professionnel qu'on construit tout au long de sa vie, si je comprends bien. Voilà, exactement. Parce que c'est aussi le patrimoine qu'on pourra transmettre à ses enfants. Si jamais il arrive quelque chose sur la société, c'est se protéger soi avec des revenus complémentaires, c'est diversifier son patrimoine et ses risques. Sonia Elminger, est-ce que le contexte actuel fiscal, de marché ou autre, implique d'accentuer peut-être les démarches qu'on peut faire vis-à-vis de la protection du dirigeant dans le cadre de la structuration de son patrimoine ? Eh bien, oui, parce que dans des contextes économiques un peu compliqués, un peu difficiles, le dirigeant est souvent un petit peu plus stressé, va peut-être aussi dépasser certaines limites physiques, d'heures de travail notamment, et donc va peut-être prendre plus de risques pour sa santé. Et donc là, c'est encore beaucoup plus important. On a une explosion chez les chefs d'entreprise des burn-out, par exemple, l'année dernière. Et est-ce que un moyen de protéger le dirigeant d'entreprise, et on parlait de statut tout à l'heure, n'est pas de revoir la gouvernance de l'entreprise aussi ? Oui, certainement. Là, c'est un énorme chantier. Parce qu'il faut tout reprendre à la base. Mais déjà, bon, il y a effectivement beaucoup de solutions pour se structurer. Il y a tous les outils sont là, que ce soit la prévoyance, que ce soit la partie notariale, juridique, et tous les outils qu'on a, le pacte du Treuil, etc., pour se protéger. Donc, utilisons déjà ce qui est actuellement à notre disposition et puis surtout, sensibiliser les chefs d'entreprise sur ces risques. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il faut impérativement mettre en place toutes ces solutions. Merci à toutes les deux. Merci Sonia Elminger, directrice générale de Social Care, mais aussi de Lily Care. Merci Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.